On en vient à notre série. Pendant ces fêtes de fin d'année, nous faisons le tour des traditions de Noël partout en France. Et on démarre ce voyage chez nous, dans le Grand Est. Les traditions y sont ancrées depuis des centaines d'années, comme à Strasbourg, où l'on retrouve Claire Perrault, Louise Cléty et toutes les équipes de reportage. Regardez. Quelle chance nous avons de passer les fêtes de fin d'année en Alsace, à Strasbourg, la capitale du marché de Noël. C'est le plus ancien de France. Alors la tradition, c'est de se prendre en photo sous cette arche. Regardez, c'est écrit Christkindlesmerik. C'est difficile à prononcer, je vous laisse essayer. En tout cas, ça veut dire marché de l'enfant Jésus. Juste à côté, on trouve le stand de Franck. Vous êtes l'un des plus anciens exposants de ce marché de Noël. Ça fait combien de temps, Franck? La famille, ça fait pratiquement 5 générations. Donc ça commence à en parler. Hein. Ça remonte un petit peu? Ouais, quand même. Ouais. Vos parents, vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils vous racontaient? C'était comment à l'époque? Il y avait juste des marchands de sapins. Et ici, on avait 2 allées. 2 allées. À l'autre côté, il y avait encore 1 ou 2 marchands de fruits, légumes, des choses comme ça. Comment vous voyez évoluer tout ça, vous? Maintenant, on a un supermarché de Noël. Hein. Je pense un des plus beaux d'Europe, c'est sûr. Et ça permet quand même d'accueillir beaucoup de monde, quoi. Alors, il y a les grands marchés de Noël comme celui de Strasbourg. Et il y en a des dizaines de plus petits en Alsace. On vous emmène par exemple visiter celui d'Egisheim. Dans cette cité médiévale, le marché de Noël se veut à l'image de son patrimoine authentique. À la nuit tombée, la magie opère. C'est à ce moment-là qu'intervient Eric Hoffmann et son piano mobile. Du côté des chalets, une diversité de talents, comme cette chapelière venue de Franche-Comté, ou l'incontournable tourneur sur bois d'Egisheim. Très authentique aussi, ces bouquets de blé tressé, une tradition paysanne qui remonte à l'Antiquité. Petite poignée de bonheur. Le bouquet de moisson alsacien s'appelle un Kleekampfala. Et ce Kleekampfala est encore resté vivace chez toutes les paysannes. Elles ne savent plus tresser, c'est pas important. Elles prennent 7 épis pour avoir du pain les 7 jours de la semaine. Pour les touristes, Egisheim, c'est l'occasion de profiter pleinement de l'esprit de Noël. Les marchés de Noël dans la ville, on a vite fait le tour, c'est toujours la même chose. Et là, il y a vraiment un esprit de Noël, il y a de la déco, il y a de l'artisanal, de l'authentique, quoi. Donc c'est beaucoup plus sympa. En 10 ans, ce marché de Noël a vu croître son affluence de 20%. Il attire 50 000 visiteurs en un mois. Une fréquentation qui devient même problématique. L'Espagne et l'Italie deviennent maintenant la clientèle première. On est un peu débordé, c'est un mélange de fierté et de grands questionnements. On a des petites pistes d'évoluer au niveau du stationnement par exemple, de faciliter les entrées et les sorties. Après Noël, Egisheim conservera ses habits de lumière pour le marché des Rois Mages jusqu'au 31 décembre pour que dure la fête jusqu'au bout de l'année. Voici à présent devant la magnifique cathédrale de Strasbourg, parce que si on cherche bien, c'est là qu'on trouve les origines du marché de Noël, Aurore. Oui, tout à fait, et plus particulièrement le marché de la Saint-Nicolas, puisque pendant des siècles, c'est Saint-Nicolas qui vient gâter les petits-enfants alsaciens pendant la période des fêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est devenus protestants ici, et en 1570, on décide d'éliminer cette tradition de la Saint-Nicolas pour passer à celle du Christkindl, c'est-à-dire l'enfant Jésus, et décaler la fête à la période de Noël et de la naissance du Christ. Qu'est-ce qu'on y trouvait sur ce marché? On y trouvait à la fois des bibelots, des étoffes, mais surtout des épices qui étaient essentielles à la fabrication de tous les bredle et toutes les traditions gustatives alsaciennes de Noël. Puisque vous parlez de gourmandise, on vous emmène à présent dans la Marne, où vous allez le voir, on dîne au champagne. Et oui, mesdames, messieurs, c'est comme ça. Mais comment accorder ces plats avec un champagne? Et puis surtout, quel flacon utiliser? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Sophie Dumais et Xavier Kless. Et dans quoi boit-on le champagne? Eh
bien de préférence dans le verre tulipe que vous avez à la main. Il existe aussi plusieurs autres verres, tels la flûte, qui sont recommandés. On ne boit plus dans la coupe? Absolument pas, parce que ce n'est pas du tout indiqué pour le champagne. Le gaz s'échappe trop vite. Moi, je préfère ce verre-là parce qu'il y en a plus. Oui. Vous savez, déjà en 70, ils nous disaient on ne boit plus dans la coupe. En nous disant, c'est pas indiqué pour le champagne, ils sont plus sur des verres déjà. Ah, la verrerie au service du champagne, c'est toute une recherche scientifique qui s'est développée depuis presque 2 décennies chez plus d'un étoilé, comme ici. On a fait toute une série de verres où on a adapté en fait par cépage et puis un peu à notre instinct, notre feeling un petit peu. On a dit que le numéro 1 c'était plus pour les pinots, les pinot meuniers, mais il y a des chardonnays qui ont besoin de plus d'oxygénation. C'est nous qui goûtons le champagne à l'ouverture et on voit quel verre il faut mettre en fait. On met le verre en fonction du champagne. Pouvez-vous nous dire si nous pouvons vraiment faire un repas entièrement au champagne? Mais bien entendu, dès l'instant que ces champagnes s'accommodent avec les plats, c'est-à-dire par exemple avec le poisson, un vin blanc de raisin blanc, avec la viande, un vin blanc, bien entendu un champagne de raisin noir. En 70, ils nous parlaient déjà des accords mésé-champagne. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis on était sur des blancs de blanc sur le champagne, sur des blancs de noir sur la viande. La grosse évolution qu'il y a eu, c'est qu'à l'époque, on faisait des accords mésé-champagne sur des bruts qui faisaient tout le repas, et après peut-être un demi-sec sur le dessert. Qu'aujourd'hui, sur chaque plat d'un repas, on est capable de vous faire 15 plats différents avec 15 champagnes différents. Tu sens le champagne, tu sens le plat, on est... Là, tu as les embruns de la mer. Et là, tu as la marée qui remonte. Vous nous avez dit qu'on pouvait faire tout un repas au champagne, mais arrivé au fromage. Le champagne n'a aucun effet nouveau avec le fromage. Autrement dit, le fromage conserve exactement tout son goût. Le champagne, vous ne le goûtez plus comme vous le goûtiez avant, mais il le retrouve après. Et il vous sert, disons tout simplement, à faire descendre votre fromage. Il est un peu sévère sur le fromage avec le champagne, je trouve, pour l'époque. Oui, on est quand même une époque où on buvait du vin rouge avec le fromage. Alors aujourd'hui, on sait que les meilleurs accords, c'est du blanc. Et pour moi, le champagne fait partie de la famille des vins blancs. Le piège du fromage, c'est le fameux plateau de fromage. Où, en fin de compte, le plateau est un menu à lui tout seul. Le parmesan est un accord magnifique avec le champagne, un très beau morceau de parmesan. Local, je dirais, le chaours qui est assez doux, mais je suis briard, donc je défendrai le brie de Meaux ou le brie de Coulommiers. Ça va remarquablement avec des champagnes avec un petit peu d'âge. Et pour le dessert, osez les accords tranchants pour accompagner les agrumes par exemple, le tout avec modération. J'ai vraiment passé. Et nous sommes au pied du grand sapin de Strasbourg parce qu'on avait très envie de vous parler d'une des stars de Noël, la boule de Meisenthal, un designer différent chaque année. Les collectionneurs se l'arrachent. Cécile Boisson, Stéphane Matuchet. C'est jour d'affluence au Centre international d'art verrier de Meisenthal. À quelques jours de Noël, on s'arrache la dernière boule, limitée à 2 exemplaires par personne. Marie-Claude, une habituée des lieux, a rempli son panier. J'ai fait chauffer la carte aujourd'hui. Je suis pas étonnée parce qu'on a l'habitude, on le sait qu'il y a du monde qui vient et puis on prend notre mal en patience et on fait la queue comme tout le monde. Un phénomène qui illustre le renouveau du site verrier, dû en grande partie au succès de la tradition des boules de Noël réinventées. C'est un conte de fées. Vous imaginez, en 1999, on déterrait un peu ce savoir-faire oublié du village voisin de Götzenbrück. On sauvegardait ces gestes. Et on s'est dit, tiens, on pourrait relancer une petite production. Aujourd'hui, on se retrouve 25 ans plus tard avec une file impressionnante de clients, visiteurs tous les jours à la période de Noël. Un geste après l'autre, dans la tradition des ancêtres, ces jeunes verriers fabriquent les boules de Noël. Entre maillotchage et soufflage, Aubin, 25 ans, perpétue l'histoire avec passion. Ça donne une fierté aussi de se dire que les objets qu'on confectionne, ils vont aller dans des familles aussi et puis qu'on rend heureux des gens, que les gens sont un peu fadas de la dernière boule de Noël qui sort. C'est au 19e siècle qu'apparaissent les premières boules de Noël des Vosges du Nord. Et c'est à la verrerie de Götzenbrück qu'elles sont fabriquées en nombre pendant une centaine d'années. 20 ans après sa fermeture, en 1998, d'anciens verriers vont transmettre cet héritage à Meisenthal.
Finalement, à Meisenthal, on n'est pas les inventeurs de la boule de Noël des Vosges du Nord, on en est seulement héritiers, mais c'est vraiment dans la vallée d'à côté que sont nées apparemment les boules de Noël. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Meisenthal. Chaque année, les designers se bousculent pour dessiner la future boule de Noël. Arty, Magma, Piaf, Extra, Cumulus, des boules artisanales et contemporaines, connues bien au-delà du pays de Bitche. On a cette boule de Meisenthal qui aujourd'hui redonne de la visibilité à ce territoire et puis encourage aussi les territoires qui ont été dans des grandes difficultés à s'engager dans la résilience et puis surtout à ne pas folkloriser leur histoire, leur savoir-faire. Un savoir-faire qui a un succès fou. Plus de 40 000 Stella devraient être fabriquées pour ces fêtes. Et si avec tout ça, on ne vous a pas donné envie de nous rendre visite l'année prochaine, eh ben, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.